Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 29 avril 2022. Au sommaire cette semaine, toujours 5 articles. Croissance zéro pour la France au premier trimestre, à lire dans les Échos. Le DSA apporte une forme de régulation à deux vitesses, à lire dans le JDN. Bientôt un monde où vous ne sortirez plus votre carte de crédit ni votre smartphone pour payer, à lire sur BFM TV. Le retail média s'impose dans les investissements médias des marques, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, comment le marketing ultra-local crée aussi de la valeur pérenne pour la marque, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message. Avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. Croissance zéro pour la France au premier trimestre, à lire dans leséchos.fr en date du 29 avril. Le PIB est resté étal au premier trimestre 2022 dans l'Hexagone, après plus 7% sur l'année 2021, a annoncé ce vendredi matin l'INSEE. La consommation des ménages a reculé de 1,3% sur la période, grévée par le choc de la guerre en Ukraine et l'inflation. La guerre en Ukraine a cassé la dynamique de la reprise économique. Après avoir rebondi de 7% l'an dernier, l'économie française a brutalement atterri. Entre janvier et mars 2022, le PIB du pays est resté stable selon les données publiées ce matin par l'INSEE qui a revu à la hausse de 0,1 point la croissance au dernier trimestre 2021 à 0,8%. Mi-mars, l'Institut de statistique avait maintenu sa prévision d'une croissance de 0,3% au premier trimestre. La Banque de France, qui était un peu plus optimiste, a, elle, divisé par 2 sa prévision il y a 15 jours, ramenant sa prévision à plus 0,25%. Une déception. Le variant Omicron est en tout début d'année, puis le choc de l'invasion russe en Ukraine et l'inflation plus forte qu'anticipée à 4,5% en mars ont finalement eu un impact plus fort qu'escompté. La croissance zéro est une déception, observe Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès.
La production de biens et services a ralenti, en hausse de 0,5% seulement au premier trimestre, contre 1% les trois mois précédents. Surtout, le principal moteur de la croissance française s'est grippé. La consommation des ménages a reculé de 1,3% au premier trimestre. Le retour en début d'année des restrictions sanitaires liées au Omicron a fait chuter les dépenses dans l'hébergement, restauration et l'habillement. Sur le seul mois de mars, les achats de biens en volume ont eux aussi diminué de 1,3%. Confrontés à des hausses de prix brutales, les foyers ont réduit de 2,5% leurs dépenses alimentaires et de 1,6% celles de l'énergie. L'inflation pèse sur le moral des Français qui craignent une perte de pouvoir d'achat et ajustent leurs dépenses. Après un fort repli en mars, l'indicateur de confiance des ménages mesuré par l'INSEE est d'ailleurs tombé à 88 en avril, soit nettement en deçà de sa moyenne de longue période, se rapprochant ainsi du niveau atteint fin 2018 au moment de la crise des Gilets jaunes. Commerce extérieur, la bonne surprise. Depuis le 24 février, les effets de la guerre en Ukraine se diffusent via 3 canaux. L'énergie, la hausse des prix et la confiance. S'ajoute le retour des confinements en Chine qui perturbent les chaînes d'approvisionnement. Fort de carnets de commandes bien remplis, les chefs d'entreprise restent néanmoins optimistes pour leurs perspectives. L'investissement des entreprises non financières a progressé de 0,7%. La bonne surprise vient aussi du commerce extérieur. Bien que touché par le ralentissement mondial, les exportations françaises ont progressé plus vite que les importations, en hausse de 1,5% contre 1,1%. Le DSA apporte une forme de régulation à 2 vitesses, à lire dans le JDN en date du 27 avril. Véritable refonte de la directive e-commerce, le DSA a pour principal objectif de mieux protéger les consommateurs européens face aux géants du numérique. Maître Mariez, avocat associé chez Momentum Avocat, identifie les impacts pour les acteurs du marché. Quel est l'objectif du DSA ? Jean-Sébastien Mariez. L'objectif du DSA était de revoir les règles de responsabilité des intermédiaires techniques prévues par la directive e-commerce, âgée de 22 ans maintenant, tout en maintenant les fondamentaux. La grande nouveauté du texte est qu'il s'applique à tous les fournisseurs de services sur Internet. Hébergeurs, moteurs de recherche, places de marché, plateformes en tout genre, réseaux sociaux inclus, sont désormais concernés par les nouvelles règles. Mais surtout, il vise à ne pas traiter petits et grands au même régime. Les PME devraient par exemple faire l'objet d'un traitement spécial. La Commission s'est engagée à des aides financières pour une mise en conformité progressive aux nouvelles obligations. Prochaine et dernière étape, le vote final devant le Parlement européen pour une entrée en vigueur début 2024. Quels sont les fondamentaux qui ne changent pas ? D'abord, le DSA conserve l'approche horizontale de la directive e-commerce, à savoir un texte qui s'applique quelle que soit la nature du contenu illicite. Ensuite, le maintien du principe du pays d'origine, à savoir garantir aux fournisseurs de services de n'être soumis qu'aux droits de leur pays d'établissement, cela sans avoir à se conformer à d'autres législations nationales éventuellement plus contraignantes. Un principe mis en place au départ pour favoriser l'essor des services Internet, mais sur lequel plusieurs États membres souhaitent revenir pour des questions évidentes de souveraineté. Qu'apporte le DSA si les fondamentaux de la directive e-commerce sont toujours là ? Tout d'abord, une forme de régulation à 2 vitesses. Les opérateurs les plus importants font l'objet d'une supervision accrue. Ceux avec plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels actifs, c'est-à-dire quasi 10% de la population de l'Union européenne, doivent mettre en place un dispositif de régulation qui n'est pas sans rappeler le RGPD avec toute la logique de compliance. Cela induit la nomination d'un compliance officer, le développement de dispositifs d'audit, le développement de mesures et de contre-mesures à l'issue de l'audit au vu du risque potentiel de la plateforme vis-à-vis des libertés fondamentales comme la liberté d'expression, la protection de la vie privée et des mineurs. En dessous du seuil de 45 millions d'utilisateurs, les intermédiaires du web se voient imposer des obligations de diligence raisonnables. Dans les faits, la régulation au titre du DSA repose sur un système de poupée gigogne. Hébergeurs, plateformes, places de marché, moteurs de recherche, et à chaque catégorie d'intermédiaires correspond à un lot d'obligations communes ou spécifiques. Donc, selon la qualification de ces intermédiaires, on va avoir plus ou moins de nouvelles obligations. Oui, avec
les plus basiques qui valent pour tout le monde, à savoir plus de transparence, des conditions générales plus claires, des obligations de coopération avec les autorités judiciaires et administratives, la nomination d'un point de contact pour faciliter la coopération avec les autorités nationales, et puis, élément majeur, la mise en place du dispositif Notice and Action pour limiter le volume de contenu illicite sur les plateformes. Dispositif qui offre désormais la possibilité de remettre en cause la suppression d'un contenu posté via des mécanismes de recours. Il y aura également la nomination d'un Trusted Flagger, à savoir des organisations dotées d'un droit de notification prioritaire. Quels sont les impacts sur les organisations et sur leurs équipes ? À des niveaux différents, tous les services web seront impactés par l'entrée en application du DSA, du simple ajustement de processus existants à la mise en place des procédures internes inédites. La mise en conformité avec les règles issues du DSA va solliciter plus ou moins de ressources. Comment anticiper les choses au mieux ? Une checklist ad hoc permettra de déterminer les bonnes pratiques pour éviter les risques de sanctions. Premier point à intégrer pour les intermédiaires, l'obligation de répondre non seulement à toute autorité judiciaire, mais aussi à toute autorité administrative d'un État de l'Union européenne exigeant le blocage d'un contenu ou réclamant l'identification d'un utilisateur. Autre action importante à mettre en œuvre, la revue et mise à jour des conditions générales et des processus de modération en place afin d'y intégrer les règles de transparence renforcées et s'assurer de la conformité des procédures en place avec le nouveau régime de Notice and Action. Les places de marché font l'objet d'une attention spécifique. Oui, elles devront être particulièrement vigilantes en termes de traçabilité des revendeurs ou Know Your Business Customer. Elles devront collecter toute une liste d'informations sur eux, nom, adresse, téléphone, coordonnées de paiement, numéro d'enregistrement RCS, etc. En gros, toute information empêchant l'exercice d'une activité commerciale anonyme. Donc, si demain je veux ouvrir une boutique ou une place de marché sur une plateforme, dans le processus de création de mon compte, je vais devoir montrer patte blanche et fournir les éléments qui permettront de vérifier non seulement que j'existe, mais aussi d'engager ma responsabilité en cas de problème. Quid de la confusion générée parfois par certaines places de marché quant à l'identité des vendeurs ? Sur ce point précis, le DSA prévoit de ne plus appliquer le régime de responsabilité limitée dès lors qu'il y a confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine de l'information ou de la transaction. Il y a en effet encore trop de plateformes où il est difficile d'identifier si la transaction est réalisée avec la plateforme elle-même ou avec un vendeur tiers présent sur la place de marché. Un grand nombre de plateformes vont devoir réviser leur look and feel et la manière dont les annonces sont présentées. Enfin, toujours dans une perspective de protection renforcée des utilisateurs, le DSA interdit les interfaces conçues pour tromper ou manipuler l'utilisateur, dark pattern. Pour ça, les obligations de transparence relatives aux paramètres des systèmes de recommandation ont été mises en place afin d'améliorer l'information des utilisateurs. Les réseaux sociaux vont-ils entrer dans une catégorie à part ? Non, ils seront traités au même régime que les autres plateformes. Rappelons toutefois que le dispositif de renforcement du DSA a été impulsé au départ pour réguler justement les réseaux sociaux, notamment sur la question des contenus haineux ou illicites. Pour terminer, j'ajouterai que le DSA prévoit une interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs et celle fondée sur des données sensibles, orientation, religion, orientation sexuelle, etc. Cette mesure de protection des mineurs en ligne est complétée par l'obligation de mettre en place des mesures de protection particulières pour assurer leur sécurité. Bientôt un monde où vous ne sortirez plus votre carte de crédit ni votre smartphone pour payer. À lire sur bfmtv.com en date du 19 avril. À l'instar d'Amazon avec ses magasins sans caisse, de plus en plus d'entreprises réfléchissent à des manières de faire payer leurs clients sans friction. Décryptage avec notre expert Guillaume Almeras, fondateur du site de veille et de conseil Score Advisor. Demain, nous vivrons dans un monde post-paiement, annonce une stimulante et récente étude publiée par la fintech Marqeta et la société de conseil Consult Hyperion, fondée sur une enquête menée auprès du public britannique et européen.
Un monde post-paiement. Cela ne signifie pas du tout que tout sera gratuit, mais que l'acte de payer ne sera plus nécessaire. Différents exemples peuvent déjà être donnés, comme la technologie sans caisse Just Walk Out, déployée dans les magasins Amazon Go. Elle utilise des caméras, des capteurs et de l'intelligence artificielle pour dispenser les clients de payer leur achat avant de quitter le magasin. Il suffit de se connecter sur son compte Amazon et de scanner un QR code à l'entrée. Il n'y a plus ensuite qu'à faire ses emplettes. Caméra et capteur identifient les articles choisis et le compte est automatiquement débité à la sortie. Une telle expérience d'achat sans règlement est dite sans friction. Selon l'étude Marketa et Consult Hyperion, cette approche frictionless va se généraliser. On achètera toujours des choses, mais cela se fera en quelque sorte sans nous. Et pour cela, 2 étapes préalables seront nécessaires. D'abord, généraliser les paiements sans contact, et puisque le but est de ne pas avoir à utiliser de moyens de paiement particuliers, le mieux sera d'utiliser directement notre corps lui-même. Ce pourront être des puces spécialisées, glissées dans nos habits, nos montres ou directement greffées sous la peau de notre main. Selon une enquête, 51% des répondants seraient prêts à l'envisager. Mais la reconnaissance faciale ou vocale feront également très bien l'affaire. Des comportements de paiement lents à changer. Ensuite, nos paiements seront assistés. Rappelons en effet que demain, notre exigence sociale sera inséparable d'une ou quelques applis à partir desquelles notre vie sera gérée et nos comportements constamment guidés. La conduite automobile en offre d'ores et déjà, de plus en plus l'exemple. L'intelligence artificielle sera là aussi pour nous aider. Compte tenu des conditions et de notre situation financière, faut-il mieux activer une option carte de crédit plutôt que simplement de débit? Choisir un paiement fractionné, comme ces questions sont bien fatigantes, et pour une vie sans friction, nous laisserons nos applis non seulement nous aider, mais même décider au mieux pour nous. Mais non pas pour faire n'importe quoi, bien sûr, l'étude le souligne, nos applis de gestion financière devront respecter des règles éthiques, il y a des choses que nous ne voulons pas financer, demain il y a des choses que nos applis ne nous laisseront pas financer. Et l'enquête montre que beaucoup, surtout les plus jeunes, admettent et même réclament de telles dispositions. Bien entendu, ces perspectives ont de quoi inquiéter, mais les rédacteurs de l'étude semblent assez confiants. Aujourd'hui, les grands débats sur la liberté individuelle n'ont plus beaucoup d'impact réel. Via réseaux sociaux et influenceurs, l'adoption de nouvelles technologies est tribale. Elle se généralise par la conversion de groupes d'affiliation. C'est pourquoi l'éducation financière dont les banques se soucient depuis quelques années n'est en fait qu'à 20 mots. Comme l'exprime Brett King, un leader d'opinion en matière d'innovation bancaire aux États-Unis, le mieux pour accroître le bien-être financier is not to educate, but to simplify, facilitate. Tous esclaves de la facilité de demain. Le mérite de cette étude est de poser clairement les perspectives à 2030 auxquelles on peut objecter que le paiement ou les paiements représentent l'un des domaines où les comportements sont les plus conservateurs. Le paiement sans contact en témoigne, il a fallu 15 ans et le déclic d'une pandémie mondiale pour l'installer. Il faut en général une génération pour qu'un mode de paiement se substitue largement à d'autres. Auparavant, il s'ajoute plutôt à ceux existants et actuellement, c'est le cas du paiement sans contact. Voilà ce qu'on peut objecter au futur paysage des paiements que campe l'étude. Mais c'est à peu près tout. Le retail média s'impose dans les investissements médias des marques, à lire sur e-commercemag.fr en date du 27 avril. Depuis 4 ans, Publicis Commerce analyse l'évolution du retail média à travers un baromètre dédié. Cette évolution 2021 renseigne sur la maturité et l'exigence des marques envers ce levier de croissance. Premier enseignement de l'édition 2021, les activations commerciales et marketing sont intégrées dans les stratégies des organisations avec 97% des sondés qui déclarent avoir réalisé au moins une campagne e-retail média en 2021.
Et cette année, 77% des marques interrogées ont augmenté leurs investissements dans ce média. La prise de conscience s'affirme côté marque. Et pour beaucoup d'entre elles, et quel que soit le secteur d'activité, leur fonctionnement et les process associés au e-retail média commencent à se structurer. En effet, 57% affirment se coordonner désormais entre équipe marketing, shopper et commercial lors de la préparation des campagnes. L'objectif visé est avant tout des ventes à court terme et de la visibilité et de la considération. Ainsi, toujours considéré comme un driver de vente, le retail média sert de plus en plus des objectifs orientés marketing. Sans surprise, les leviers phares restent le display, le search et le e-coupon, bon de réduction. Une autre preuve de l'intérêt pour ce média est l'équipement technologique pour suivre la présence et la performance de leurs produits sur les sites distributeurs. En 2021, 79% des entreprises interrogées se déclarent équipées d'outils dits de Retail Analytics, permettant d'analyser la distribution, la part de linéaire digital, la conformité des fiches produits. Parmi les KPIs les plus suivis, la visibilité dans les résultats de recherche arrive en tête, 83%. L'édition 2021 du sondage met aussi en lumière la diversité des organisations face aux enjeux. Levier à la confluence entre points de vente et marketing digital, la responsabilité des budgets comme la mise en place des activations est loin d'être l'apanage d'une seule équipe. La responsabilité des budgets est partagée pour 40% des répondants, signe d'une organisation toute relative. D'ailleurs, selon le baromètre, 57% des équipes marketing, shopper et commerciales ont le réflexe de se coordonner pour préparer les campagnes e-retail média. Quel défi ? Les solutions proposées sont-elles fiables ? Pour 68% des fonctions interrogées, la mesure et la transparence s'imposent comme des sujets critiques. Pour les marques, les preuves de rentabilité et les KPI sont attendues. Envers les plateformes, les entreprises attendent une plus grande démonstration de la valeur de leur investissement. Comment le marketing ultra-local crée aussi de la valeur pérenne pour la marque, à lire sur e-marketing.fr en date du 27 avril. Des stratégies de marketing local qui, à condition d'être pensées et déployées en collectif, offrent l'opportunité de s'inscrire au plus près de la vraie vie de leurs clients. Dans ce contexte où nous avons plus que jamais eu besoin de vivre et consommer à proximité, les enseignes localisent davantage leurs actions pour générer trafic et performance en magasin. Des stratégies de marketing local qui, à condition d'être pensées et déployées en collectif, ont encore bien plus à apporter aux marques de réseau. Elles leur offrent l'opportunité de s'inscrire au plus près de la vraie vie de leurs clients. L'ultra-pertinence, la personnalisation, la compréhension des besoins et attentes spécifiques sont devenues aussi évidentes dans le quotidien des individus qu'attendues dans leurs relations marques. Par l'intelligence de la donnée et celle relationnelle des acteurs des points de vente, le marketing ultra-local donne aux marques le pouvoir de se détacher comme une bulle de confiance qui connaît et reconnaît. La data au service de l'ultra-proximité. Au cœur des stratégies de marketing local et même ultra-local, les données, saisonnalité, coutumes, habitudes de consommation, héritées de la démographie, des modes de vie et des tendances exprimant à l'échelle d'une région, d'une ville ou même d'un quartier sont autant de variables que le marketing local peut considérer. Les possibilités d'adaptation sont infinies, aussi diverses que le sont les marques, leur offre et les territoires où elles s'expriment. Analyser et croiser avec les fichiers d'un point de vente, ces données offrent des perspectives de pertinence sans beaucoup d'égal. Ici, elles peuvent valoriser un argument accès service, là un argument accès produit, là encore un argument promotionnel et plus spécifique encore. Ainsi, une enseigne de salon de coiffure pourra aller jusqu'à mettre en avant la coupe de cheveux à la mode dans un quartier, par le visuel ou le choix des messages, et le faire dans un média ultra local distribué au coin de la rue ou dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. L'intelligence locale au service de la valeur et de la valorisation. Valoriser la donnée, le client et la marque d'un même élan, et pas seulement. Les approches ultra-localisées ont aussi pour vertu et maillon indispensable la valorisation et l'intelligence marketing des hommes et des femmes du terrain. Ces acteurs de la marque qui chaque jour conseillent, orientent, mettent en avant les produits et services les plus pertinents pour leurs clients, parce qu'ils maîtrisent mieux que personne leurs habitudes, leurs préférences, leurs déclencheurs d'achat.
Un trésor de connaissances dont les commerçants locaux n'ont bien souvent pas conscience tant elles s'expriment dans leurs réflexes quotidiens. Mais un trésor qu'une stratégie de marketing local va révéler en leur faisant découvrir que la vraie valeur, celle de la connaissance client, est dans leurs mains et que ce sont eux les plus légitimes pour déployer des campagnes pertinentes, faire des points de vente, des acteurs du rayonnement de la marque. C'est aussi nourrir le sentiment d'appartenance et de faire gagner ensemble. Gagner ensemble d'abord à travers la complémentarité entre les marques et son réseau local, chacun s'exprimant là où il a le plus de valeur. Au niveau national, il s'agit évidemment de définir et partager les grandes orientations, de former le réseau et la stratégie aux techniques marketing, aux outils et de s'assurer de la pertinence pour la marque des actions menées par le réseau. Du pilotage, mais pas du contrôle resserré. Pour que la stratégie porte ses fruits, le central doit accepter de laisser la main au local. Mieux, il peut co-construire les plans marketing avec lui, proposer un calendrier d'action et accepter de se faire challenger en fonction des aspérités locales. Gagner ensemble ensuite par l'émulation collective. Chaque point de vente travaille à la valorisation d'un actif commun qui, in fine, bénéficie à tous. Les magasins les plus mûrs et engagés ont un rôle d'ambassadeur auprès des plus novices. Des voix inspirantes, rassurantes parce qu'elles comprennent les problématiques et enjeux du magasin au quotidien. Des voix inspirantes aussi, et qui n'en seront pas copiées pour autant. Plusieurs points de vente peuvent par exemple capitaliser sur un type de véritable micro-local équivalent, mais sans être identique. La proximité d'un équipement sportif a des impacts sur l'efficacité d'une action menée par une enseigne de restauration rapide dans une région donnée. Un enseignement dont tous les points de vente peuvent bénéficier, mais qu'elles doivent malgré tout adapter selon que le leur est à proximité d'une piscine, d'un terrain de rugby ou d'un club de golf. Finalement, agir avec le point de vente comme avec le client, considéré précisément pour rayonner largement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.